Voilà mon loup. Ok. Ok, Putain, ouais, nickel. C'est bon pour toi? c'est très très bon pour moi. T'es parti pour de l'impro? Je suis parti pour de l'impro total. Ah, c'est génial. Alors, bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Monsieur Yannick Alain. Bonjour Yannick. Claude, salut mon Jeff, je suis honoré d'être invité chez toi. Ah bah écoute, c'est un plaisir de te recevoir. Chez toi dans ta maison. Presque, voilà, mais c'est ça, c'est ça. Et oui, c'est ta maison, la maison familiale corse, hein. Ah ben en plus, Et je crois que t'es le premier à avoir l'honneur de voir cet intérieur. Donc franchement, très content. cool. Alors moi, ce que je te propose, Yannick, c'est que tu te présentes peut-être à notre audience, parce que je pense que tu es la meilleure personne pour le faire. Et j'aurais tellement peur d'oublier l'une de tes activités. Et puis Ouais. après, je te propose qu'on part directement dans le vif du sujet. Bon, il se peut que j'en oublie, mais en fait, en réalité, qui je suis, c'est pas vraiment très important, mais je vais quand même en parler. Donc moi, je m'appelle Yannick Alain. On dit de moi que je suis un aimant à opportunité. En tout cas, c'est comme ça qu'un de mes amis m'a qualifié. Voilà. Et une de mes missions principales, en fait, je suis un entrepreneur, évidemment. Je suis un entrepreneur, je suis un formateur, je suis un conférencier, et j'ai toujours eu cette frustration de voir à quel point des personnes qui étaient brillantes, intelligentes, et qui avaient en fait quelque chose de, soit un produit génial, soit un savoir-faire génial, soit une mission géniale, et une passion qui les animait et dans laquelle ils se sentaient vraiment très doués, qui n'arrivaient pas en fait à mettre de réalité économique derrière cette passion ou cette chose qui t'anime. Et ça m'a toujours plus ou moins mis en colère parce qu'ils avaient des problèmes de rapport à l'argent, rapport à la vente, rapport à tout ça. Et moi, comme j'ai fait toute ma carrière dans le commerce, je suis un ancien directeur commercial, euh, directeur général également, je me suis dit que quand je me suis lancé en tant qu'entrepreneur, j'avais envie d'aider les autres. J'avais envie à la fois de partager ce que je savais faire ben voilà, et j'avais envie également de faire de la scène, j'avais envie d'être là-dedans. Je me suis dit ben quoi de mieux peut-être que de se mettre sur internet et d'organiser des séminaires, des conférences, et donc au travers ben voilà de la journée de l'audace qui est un séminaire que j'organise, d'inspiration, au travers de la Neuro Business School, au travers de voilà de pas mal de programmes sur internet et d'événements physiques. Ben voilà, ma mission en fait, c'est d'éveiller les gens en fait à s'émanciper au travers de l'entrepreneuriat bien souvent. C'est également d'aider des personnes également à retrouver un job aussi parce que il peut arriver aussi de la même manière que toi que je pense que le pas ultime reste l'entrepreneuriat, mais je pense qu'il y a des gens qui sont pas encore prêts à passer dans l'entrepreneuriat et je pense qu'il faut qu'il y ait une étape à faire un job et se sécuriser avec un job qui les convienne bien pour qu'ils prennent confiance. Il y a plein de petites choses comme ça et ensuite qu'elles basculent potentiellement vers de l'entrepreneuriat pour gagner leur liberté. Mais encore une fois, il y a beaucoup de gens qui sont en job, qui sont dans des boîtes qui les traitent bien et qui ont pas envie d'en changer. Et mon idée, c'est pas de les faire culpabiliser sur le fait qu'ils sont pas entrepreneurs. C'est pas parce que t'es pas entrepreneur que t'es pas moins épanoui dans ta vie. Et donc voilà, à travers de tout ce que je propose, voilà, de manière un petit peu décousue, ce que je t'ai dit, voilà ce que je fais, quoi. Voilà. Et puis je pense aussi que tu sais, dans le développement personnel, parce qu'il y a beaucoup cette notion de développement personnel, parce que je pense que si tu veux grandir et mettre de l'argent dans tes poches, il faut que tu travailles là-dedans ton mindset. Et je crois aussi que on va vers le développement personnel souvent pour être plus performant. Moi, je crois en fait que la priorité, c'est avant tout de rendre les gens plus heureux, mieux que performants. Et si on peut faire avancer les deux ensemble, c'est bien. En tout cas, faut pas oublier d'en être heureux parce que à vouloir être trop performant, ça peut nous rendre malheureux en fait. Mhm. Genre, je vais me lever à 6h02, puis de 6h02 à 6h07, je vais faire un footing, puis de 6h07 à 6h03, je vais donner à 6h59. Voilà, je vais donner de l'affection à mes enfants, puis machin. Voilà, je crois qu'il y a un moment donné aussi, il faut laisser aller la spontanéité et lâcher le contrôle sur plein de choses. Mais voilà, je crois qu'avant tout, être plus heureux, c'est un vrai leitmotiv et se poser vraiment sur ce qui nous rend vraiment heureux. Voilà, c'est pas parce qu'on voit des gens qui gagnent beaucoup d'argent et qui ont l'air heureux que forcément ils le sont, et forcément ça nous rendra heureux à nous, dans une certaine mesure. Donc voilà. Voilà pour cette voilà. Nickel. Donc, si je synthétise tout ça, est-ce que ça donne un truc du style, bah, le but de la vie, c'est d'être heureux. Une des façons de l'être, c'est dans le travail, soit dans le travail salarié, soit dans le Ouais. travail entrepreneurial, qui est un step au-dessus d'un point de vue de liberté. Et que Ouais. pour atteindre ces différentes steps, ce qui est le plus important, c'est l'état d'esprit. Ouais, t'es brillantissime. Comment, avec ce que je t'ai donné et la mauvaise place que je t'ai faite, tu peux transformer les choses aussi bien? Mais non, tu donnes tellement de matière. C'est ton côté brillant, ça. Mais oui, c'est ça. Et voilà. Et puis moi, au travers de ça, ben moi, voilà, je m'épanouis bien. J'ai une boîte qui cartonne aujourd'hui. J'ai plusieurs boîtes même. Mais en tout cas, voilà, j'ai des programmes qui fonctionnent très bien sur Internet.
Dieu bénisse, ça marche bien pour moi. Voilà, j'ai envie de te dire. Voilà, et je suis content de ça parce que l'un de mes leitmotivs, c'est de changer la physionomie des leaders de demain. Et que ce soit des leaders ou que ce soit des patrons d'entreprise qui vont très haut, l'idée c'est de se dire, j'en ai marre qu'on voit le patron comme un enfoiré en fait. Et donc j'ai envie aussi qu'on voit le patron, le manager, comme quelqu'un d'humain, quelqu'un qui est à l'écoute et qui aide les autres à grandir. J'ai un de mes mentors qui m'a dit un jour, Yannick, il dit, fais grandir des gens et les gens te feront grandir. Et je crois que c'est à un moment donné ce qui s'est perdu dans le monde de l'entrepreneuriat, dans le monde voilà, on voit tellement l'entrepreneuriat sérieusement que du coup on en oublie en fait de mettre du fun et de faire grandir les gens et d'être dans une dynamique de don en fait, parce qu'on est quand même dans un don en fait. D'accord, donc de restaurer quelque part un cercle vertueux. Ouais. D'accord. Un vrai cercle vertueux. Enfin, moi j'ai un triangle, c'est pas un cercle, mais oui c'est ça, ouais. Oui, j'ai bien vu que tu aimais bien les triangles. Ouais, c'est un petit côté Illuminati. C'est mon petit côté Illuminati. J'aime bien les triangles. Non, mais c'est vrai, c'est ça, c'est que je crois que trop de gens se posent la question, en fait, entre se dire, tiens, est-ce que je fais les choses pour moi? Est-ce que je fais les choses pour contribuer? Est-ce que je fais les choses pour l'argent? Il y a tellement de tout et à boire et à manger, en fait, et on est tout le temps dans une logique que c'est pas évident de s'y retrouver déjà, non? Et qu'on est vraiment dans une logique de manque. Donc, en fait, on est dans du ou et ou. C'est ou ça, ou ça, ou ça. Alors que moi, je crois qu'il vaut mieux faire du et. Et on fait les choses pour l'argent, et on fait les choses pour soi, et on fait les choses pour la contribution. Je crois que tout ça, en fait, quand c'est mélangé, quand c'est inclusif plus que compartimenté, ça marche beaucoup mieux. Super. Alors, ce que je te propose, Yannick, du coup, c'est de faire du et avec les 3 thématiques suivantes. Si on respecte le timing, c'est super. Accord accepté. La première, c'est tout ce qui est orientation professionnelle. Donc, comment trouver un job qui nous plaît. La deuxième, c'est la recherche d'emploi. Donc, OK, on a un job qui nous plaît, c'est comment on fait pour l'obtenir. Et la troisième, c'est la gestion de carrière. C'est OK, j'ai eu le job que je veux et c'est quoi l'état d'après? Absolument. Puis je pourrais te parler d'un plus d'expérience personnelle dans ce domaine-là. Donc voilà, bah écoute, je te laisse choisir par lequel tu veux commencer de ces 3 thèmes. Le premier que tu m'as dit, ça me paraissait très bien. Allez, nickel. Bah écoute, je te laisse la parole au niveau de l'orientation professionnelle pour trouver du coup quelque chose qui nous plaît. Ben, je crois déjà que si tu veux en fait te poser sur quelque chose qui te plaît vraiment, c'est très important en fait dans l'orientation, si on parle vraiment donc de trouver un job, que ce soit trouver un job, même que ce soit te lancer dans l'entrepreneuriat, je crois que faut te poser sur toi en fait. Si tu veux être épanoui réellement et t'éclater en fait, faut vraiment en fait détourer en fait tes propres valeurs, toi, en fait qui tu es, tu vois, essayer de faire un point vraiment sur ce qui est important pour toi en termes de valeurs. C'est important aussi de te poser en fait sur toi, sur ce que tu penses de toi et l'opinion que tu as de toi, sur ta capacité à livrer et à rendre service au monde. Donc c'est intéressant de te poser sur ce que tu aimes faire, tu vois, et ce que tu aimais faire aussi, j'ai envie de te dire aussi. Tu vois, te poser vraiment, tu vois, si j'ai un conseil à vous donner, vous prenez une feuille en fait et vous dites voilà, qu'est-ce que j'aime faire, et vous couchez tout ce que tu aimes faire. Tu mets tout en fait en vrac. Moi-même c'est ce que j'ai fait en fait quand je suis passé de directeur commercial à entrepreneur. En fait, c'est pas évident de passer d'un monde de cadre dans lequel tu gagnes des salaires à 5 chiffres, dans lequel t'es vraiment, c'est intéressant quoi quand même, c'est confortable, mais à la fois je sentais que j'avais quelque chose de plus à partager et à la fois t'as envie de te lancer dans l'entrepreneuriat où c'est le flou le plus total, c'est une espèce de saut dans lequel en fait tu sais pas où tu vas, vraiment t'as pas vraiment structuré les choses, ou en tout cas tu découvres les choses en le faisant. Et à l'époque il n'y avait pas autant de bonnes formations comme celle que tu peux proposer ou celle que nous on peut proposer en fait pour nous guider dans cette voie-là. Donc c'est pas simple en fait. C'était pas simple du tout. Et en fait, quand je me suis lancé moi, en fait, c'est parce que je me suis cassé la jambe. En fait, j'ai eu un déclic qui fait que je me suis cassé la jambe et que j'ai été obligé de me poser sur moi. Et le fait de me poser sur moi, ça m'a obligé à me poser des questions. Qu'est-ce que réellement tu aimes faire? À recommencer quelque chose. Puisque tu veux recommencer quelque chose, autant bien le recommencer, tu vois. Et donc là, c'est là que j'ai commencé à me poser, à me dire tiens, qu'est-ce que j'aime faire? Tiens, ensuite qu'est-ce que je sais faire? Tu vois, en quoi je suis doué en fait? En quoi je suis réellement doué? En quoi je suis bon dans ce que je fais? C'est pas évident d'avoir cette lucidité là en fait, parce que être dans son élément en fait, c'est tout simplement faire quelque chose que l'on adore et dans lequel on est naturellement doué. Parce qu'il y a des choses qu'on peut adorer, dans lesquelles on peut pas être doué. Moi, j'ai des gens des fois qui viennent me voir. Moi, j'ai des gens qui viennent me voir qui me disent oui, j'aimerais être chanteur. Tu les entends chanter, en fait, ça fait mal aux dents. En fait, non, mais ça fait mal aux dents. C'est un attentat auditif. Tu vois, donc, et tu te dis bon, à un moment donné, faut aussi. Alors moi, je suis pas un briseur de rêve, donc tu vois, généralement les gens, tu vois, je leur dis, c'est bonne chance. Qu'est-ce que tu veux, tu sais, tout peut arriver, tout est possible. Maintenant, si tu veux quelque chose d'applicable et de rapide, il faut être lucide aussi, pragmatique. Tu vois, voilà.
rien t'empêche de développer en fait tes capacités de champ en fait et de devenir très bon en fait là-dedans. Si t'as la capacité de feedback qui te permet d'accepter en fait les retours et de te dire oui effectivement je suis pas très bon là-dessus ou alors tu dois progresser là-dessus et que tu peux progresser, c'est bon parce que avoir cette attitude de feedback, d'accepter le feedback, c'est intéressant pour progresser quoi qu'il arrive. Maintenant, il faut que ce soit aussi livrable et concurrentiellement, on va dire, compétitif pour ce que tu vas livrer, tu vois. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ton talent aussi doit être aussi à la hauteur du service que tu vas apporter aux autres. C'est-à-dire que si les autres attendent un certain niveau et que toi, tu es là, t'as beau en fait adorer ça, en fait, si toi tu te démerdes pas pour être là et tu fais pas monter ton domaine de compétences, tu montes pas ton offre pour aller pas ici, mais là, en fait, voire même bien au-dessus, ben c'est compliqué en fait en vrai. Donc, je crois que c'est important en fait de se détourer, de savoir qu'est-ce que tu sais faire et ce pourquoi tu es doué aussi réellement. Et donc tout ça en fait, ça demande de l'introspection, ça demande de travailler sur soi ou autre. Et autre chose, au-delà d'être doué, en fait, parce que des gens doués, il y en a plein, c'est aussi essayer de découvrir qu'est-ce qui te rend unique. Tu vois? Qu'est-ce qui fait que tu fais mieux quelque chose que quelqu'un d'autre? Et donc, dans le monde du travail, c'est exactement pareil, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, si tu veux être cadre dans le domaine de je ne sais quoi, si tu veux être assistant ou autre, qu'est-ce que tu proposes de plus? Qu'est-ce que tu proposes qu'est-ce que tu fais dont ton client a éperdument besoin et que tu fais mieux que les autres? À partir du moment où tu as trouvé ça, tu sais vers quoi tu veux te diriger. Qu'est-ce que tu aimes faire? Qu'est-ce que tu sais faire et c'est pourquoi tu es doué? Et qu'est-ce qui te rend unique? Ça va faire que ton CV, il aura une saveur que personne n'aura, en fait. Ton CV va être juste pile poil pour le cibler, en fait, pour le métier que tu voudras faire, en fait. Et tu vas vendre les choses dans le bon sens parce que quand la personne va vouloir t'amener, en fait, vers peut-être une question piège ou autre, toi, t'es ancré. Tu sais pourquoi t'es là. Donc, quelque part, tu dis, bah, écoutez, non, je vais pas répondre à votre question parce que les questions pièges sont là pour ça, hein. Les questions pièges sont là pour que tu ne saches pas répondre. Et que, comme tu sais pas répondre, ben, comment tu réagis à cette situation de stress, en fait, dans laquelle ton recruteur va essayer de te secouer pour savoir un peu ce que tu as dans le ventre et si tu es solide, si tu es stable. Quand tu es bien ancré, tu es au clair sur ce que tu aimes faire, sur ce que tu sais faire, ce sur quoi tu es doué et sur ce qui te rend unique, mais il peut rien t'arriver en fait, en réalité. Donc je crois qu'en termes d'état d'esprit, je sais plus que c'était ta première question. C'est ta première question, c'est ça, hein? Alors la première question, c'est comment trouver un petit peu son orientation professionnelle. Ouais, voilà, c'est ça. Bah oui. Ouais. Donc Mais oui, c'est ça. Mais oui, mais c'est ça. c'est vraiment cette logique. Pardon, je te laisse finir. Après, Non, bien sûr, mais c'est exactement ça. C'est que, en fait, l'idée, c'est pose-toi sur toi d'abord. Tu veux trouver ton orientation, tu veux trouver ce qui te plaît vraiment. D'abord, avant de trouver le métier, trouve d'abord ce qui te plaît. Et tu vas trouver le métier, parce qu'un métier, ça se réinvente, en fait. Ça se réinvente un métier. Quand moi j'ai été directeur commercial, je me rappelle avoir dit, en fait, à l'entretien. J'ai jamais donné mon CV pour être directeur commercial. J'ai été recruté comme ça. On a juste fait un entretien pour la forme. Pour la forme. Quand j'ai dit, on m'a dit, ouais, c'est quoi tes qualités, c'est quoi tes défauts? Quand j'ai dit défauts, j'ai dit que j'étais tête en l'air. Et en fait, j'étais tête en l'air et que c'était une horreur, en fait. Je dis, pour les gens, en fait, et pour moi, en fait, parce que c'est compliqué, en fait, j'oublie tout, en fait. J'ai expliqué ça aux gens. Et en fait, là, je me rappelle que la boss, elle m'a regardé comme ça, elle s'est dit, mais lui, il est fou, en fait, de dire ça. Lui, il est complètement dingue de dire ça. Mais déjà, c'est la vérité. Et à côté de ça, moi, comme je suis très au clair sur qui je suis, sur mes valeurs, et c'est sur quoi je suis pas bon, j'ai expliqué, j'ai dit oui. J'ai dit, comme je suis extrêmement tête en l'air, je suis un fan de tout ce qui est organisation électronique, prise de notes. Et donc, je note tout. J'ai l'impression d'être un stagiaire tout le temps. Je prends un papier pour noter. J'ai tout le temps, en fait, un appareil, en fait, qui me permet de me rappeler tout, qui fait qu'au final, en fait, si j'ai une chose dans laquelle je ne fais pas confiance, c'est à ma mémoire. Et comme je fais pas confiance en ma mémoire, que je la délègue là-dedans et dans des outils extérieurs, du coup, je deviens plus fiable que quelqu'un qui pense avoir une grosse mémoire parce que je pense que la plus grosse mémoire du monde vaut quand même moins que le plus petit et le plus court stylo du monde. Puissant. Moi, je valide. Ah, et dans ta face. Attends. Alors, recruteur, comment ça se passe? Et voilà. Et donc voilà, et je suis tout le temps en train d'apprendre. J'expliquais que j'étais un éternel étudiant, j'apprenais tout le temps, et que oui, peut-être qu'au début je serais pénible parce que j'aurais plein de questions, mais par contre, une fois qu'ils m'auront dit une chose une fois, ils n'auront pas me la dire deux fois. Ou alors c'est que vraiment je l'aurais pas compris et que j'y reviendrai. Mais en tout cas, c'est autre chose que de répéter 10 000 fois la même chose. C'est clair. Mais ce qui est génial du coup, c'est que tu as le côté prendre le temps de l'introspection pour trouver ce que tu aimes faire et ce pourquoi tu es bon. Ouais. Et après, c'est comment tu te vends. Oui, mais du coup, j'allais mettre le côté en quoi tu es unique. Une fois que tu l'as compris, ça va surtout te servir à te vendre. Ouais. Tout comme le fait d'apprendre à répondre aux questions qui sont un petit peu compliquées, du style les défauts.
où là, tu dis, ben oui, j'ai tel défaut, mais par contre, j'ai mis en place une solution qui me permet d'être tout aussi performant, voire même plus performant que quelqu'un qui n'a pas ce défaut-là. D'ailleurs, ton défaut, ce qu'on dit défaut, en fait, moi j'aime bien le point améliorer parce que du coup, d'un défaut découle toujours une qualité. Et vice-versa. Donc en fait, t'as deux manières de vendre un défaut, en fait. Soit, enfin un défaut, comme tu appelles un défaut, en fait. Soit tu vends ton défaut en disant, ben voilà, ok, j'ai ça là, mais à côté de ça, il y a ça qui brille en derrière. Ouais. J'ai ça là, mais j'ai mis en place ça pour pallier à ça. Donc, par exemple, vous parlez pas anglais, monsieur. Effectivement, en ce moment, je prends des cours d'anglais, en fait. À l'académie machin, où je regarde toutes mes séries en anglais, justement, pour progresser là-dessus. Donc, effectivement, je suis pas encore, mais j'y arrive. Tu peux être aussi en chemin, tu vois. Expliquer que tu es en chemin. Je dis, effectivement, ça, pour l'instant, j'ai pas, mais par contre, je suis en chemin. Et ça va faire mal, voilà. Parce que, pour ton travail, si t'en as besoin, si c'est un prérequis, t'en as vraiment besoin, voilà. Tu peux dire à la personne que tu es en chemin. Donc, pour moi, t'as deux grandes manières de le faire. C'est soit, en fait, t'expliques la qualité qu'il y a derrière, et qualité évidemment qui aide énormément ton recruteur derrière, soit tu expliques que tu es en chemin, que tu es en train de le combler tout doucement. Et ça, pour moi, c'est génial parce que ton recruteur, il peut t'attraper n'importe où, en fait, sur n'importe quel point, tu sais comment rebondir. C'est vachement cool. Et du coup, Yannick, est-ce qu'il y a d'autres, je dirais, astuces ou points importants par rapport à la recherche d'emploi pour maximiser ses chances? Donc là, on a vu le fait de se différencier de manière unique, le fait de répondre aux questions un petit peu pièges. Est-ce qu'il y a d'autres vraiment points d'attention sur lesquels il faut se focaliser ou? Oui, il y en a plein. Il y en a plein. En fait, moi aussi, j'ai une formation complète là-dessus qui s'appelle Candidature irrésistible, si on en a parlé. Voilà, parce que tu vas être partenaire de cette, voilà, et associé de cette formation. Mais il y en a 10 000. Je sais pas par où commencer, tu vois. Mais là, ce qui me vient là, c'est par exemple quand tu envoies ton CV, qui a dit que ton CV devait être dans un papier, dans une enveloppe, dans une enveloppe pliée sur une seule feuille, voilà, et envoyé à un recruteur comme ça, en fait. Qui a dit ça, en fait? Qui a dit ça? C'est le Pôle emploi qui t'a dit ça. Mais Pôle emploi, s'il savait faire travailler les gens, ça se saurait. Tu vois? Non, mais, pardon, mais, je veux dire, ces gens-là, en fait, moi, en plus, moi, j'ai beaucoup de respect, en fait, pour les agents Pôle emploi. Les gens qui travaillent parce que on les fait travailler avec des outils qui sont pas vraiment géniaux. Alors, il y en a de plus en plus qui s'émancipent et qui sont un peu réfractaires, mais ils se font souvent taper sur les doigts, ce qui est assez gênant pour moi. Mais voilà, mais qui a dit ça? Pourquoi est-ce que t'enverrais pas un CV vidéo? Pourquoi est-ce que tu digitaliserais pas davantage ta candidature? Pourquoi est-ce que pour être au-dessus de la pile, au lieu d'envoyer un CV dans un papier, t'envoies pas un colis avec dedans en fait une clé USB à l'intérieur? Pourquoi tu fais pas ça en fait? Qu'est-ce qui fait que tu vas te retrouver en fait au-dessus de la pile en fait? C'est que mec, tu vas sortir du lot. Et encore une fois, l'idée c'est de sortir du lot sans sortir du cadre. C'est-à-dire tu as un cadre et tu vas sortir du lot sans, je veux dire évidemment, si t'envoies une vidéo au revoir président en moitié à poil, en train de faire la fête à Ibiza et tout ça, évidemment, faut pas être débile, tu vois. Je veux dire, mais par contre, qu'est-ce qui t'empêche d'essayer de mettre de l'originalité dans ta démarche? C'est un humain que tu as en face. Donc, à partir du moment où c'est un humain, je veux dire, tu as plein d'idées, de possibilités qui permettent de le toucher, cet humain-là. Pareil, dans ta lettre de motivation, tu mets du je, vous, nous, oui, bonjour, leader actuellement dans le marché de tel ou tel, on s'en bat les couilles. Pardon, excuse-moi, je suis un peu grossier, mais parce que dans les faits, en fait, tout ça c'est normé. Tout ça c'est voilà. Alors que si tu dis, en fait, si tu utilises des phrases cœur, que tu laisses parler ton cœur, que tu laisses, voilà, moi dans ma formation, en fait, j'ai des phrases toutes faites qui parle au cœur, en fait, que tu peux réadapter, en fait, mais c'est beaucoup plus facile, comme ça. Pareil, une astuce aussi que je peux te donner dans ta lettre de motivation, mets un PS qui accroche. Parce que si tu mets un PS qui accroche, le PS, sache que sur une lettre, c'est la chose qui est regardée en premier. Tiens, un PS, les gens regardent le PS en premier avant de lire la lettre. Donc, si dans ton PS, t'as marqué, merci beaucoup à un tel de m'avoir référé, tu sais déjà que, je vais faire attention, en fait, à cette candidature-là parce qu'il y a quelqu'un qui l'a référé. Bam, voilà. Si d'entrée tu dis en fait votre profil Facebook m'a vraiment beaucoup touché en fait et j'en sais rien, tu mets n'importe quoi ou votre profil LinkedIn ou Viadeo ça n'existe plus ou très peu, je sais plus, mais voilà, a attiré mon attention sur tel sujet où je partage les valeurs d'eux, je tiens à vous préciser que je partage telle valeur et telle valeur avec vous. Si tu mets une phrase qui va accrocher le recruteur, que le mec va avoir de suite, il va se dire ok, super. Ok, qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui, en fait, de googliser ton recruteur? Il va te googliser. Pourquoi toi, tu le googlises pas? Pourquoi toi, tu regardes pas si t'as pas déjà des points communs avec lui qui vont te permettre d'adapter ta candidature?
ça me paraît logique. Le mec, il a un profil Facebook. Il va bien voir que t'es fan s'il faut, de deltaplane. Et toi, t'adores tout ce qui est voile et tout ça. Ok, tu sais que ça, c'est une arme dont tu vas te servir. Logique. Tu vois, il y a plein de choses. Enfin, il y en a des mille astuces que je pourrais te donner, mais ouais, pour moi, c'est évident. Il faut que tu sois, en fait, dans une logique d'impacter, en fait, et de savoir vendre ta valeur, en fait. Et prendre conscience de ta valeur. Donc là, pour moi, la première étape, c'est de prendre conscience de sa valeur au travers ce que tu aimes faire, ce que tu sais faire, ce que tu rends unique. Pour que toi, déjà, tu sois convaincu que tu es de la valeur, parce que des fois, souvent, les gens, c'est ça. Ils disent, pardon, excusez-moi, est-ce que vous voudriez me donner un travail, quoi? Pardon d'exister. En fait, j'aimerais bien donner, je le comprends, ok, moi-même, je suis pas un champion de la confiance en soi, ok? Donc, je n'irai pas, en fait, critiquer, les gens qui n'ont pas confiance en eux. Par contre, servez-vous de ce seuil de vigilance que vous avez là. Si vous n'avez pas confiance, ça veut dire que vous avez aussi une envie de bien faire. Donc, cette envie de bien faire, attrapez-la, en fait, et dites-vous, ben voilà, je vais donner mieux et encore plus fort, en fait. Pourquoi? Me donner confiance, voilà. Une fois que vous avez fait ça, que tu as pris confiance, après, boum, quand tu vas livrer, en fait, que tu vas copyrighter quelque part ta demande d'emploi ou autre, comment est-ce que tu fais pour sortir du lot, pour être au-dessus du cadre, pour bien faire valoir qui tu es? Voilà. Comment est-ce que tu fais pour faire ça? Là, il y a plein de choses à faire. Bah, c'est ça qui est génial. Donc déjà, merci pour ce partage, Yannick, parce que c'est super riche. Et moi, ce que je retiens vraiment, c'est le côté au final, on est tous humains. Donc certes, il y a un cadre, mais c'est pas parce que par peur de pas être pris, de se conforter au cadre, justement, c'est là où on se tire une balle dans le pied, parce qu'il y a tellement de possibilités tout en respectant ce qui nous est demandé, de sortir du lot et de faire preuve d'originalité, et au final de toucher le recruteur quelque part, humainement. Toucher au cœur le mec et dire tiens waouh, ça l'impressionner, lui dire waouh, j'aime ce mec, j'aime son énergie, j'aime cette nana, je la trouve cool en fait. Parce que les mecs ils parlent entre eux, c'est des humains. Ils se parlent entre eux, c'est cool. Tu sais, c'est ce livre que je vous conseille qui s'appelle La vache pourpre. Oui, de Seth Godin. Qui parle de la vache violette. Tu sais, tu connais le truc, c'est en gros si tu pars en week-end en fait, tu pars vendredi soir en week-end en fait, et puis tu dois te mettre au vert à la campagne, et puis tu vas des vaches, des prés, des vaches, des prés, des vaches, elles sont noires, elles sont blanches, des prés, des vaches, des prés. Puis d'un seul coup, dans le troupeau de vaches, tu vois une vache qui est violette. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas t'arrêter, tu vas la regarder, tu vas prendre en photo, tu vas en parler lundi au bureau, tu vas dire putain c'est génial, tu vas être au top en fait de tout ça. Et tout ça en fait, et tu vas en parler. Et la question de savoir comment est-ce que vous pouvez être la vache violette. Comment est-ce que vous pouvez sortir du lot, encore une fois, sans sortir du cadre. Surtout quand on est dans le cadre d'une recherche d'emploi. Super. Et du coup, on a juste le temps pour la dernière question, la dernière thématique. C'est OK, le gars il est en poste, on est en poste. Comment ça se passe pour la suite? Que ce soit la période d'essai ou le prochain job ou est-ce qu'il y a je dirais, selon toi, des points d'attention, pareil, sur lesquels il faut se pencher pour anticiper et éviter de se retrouver, je dirais, un petit peu du jour au lendemain sans projet et sans emploi et se dire merde, qu'est-ce que je fais maintenant quoi? Déjà, la première chose en fait que je pense qu'il faut faire en fait quand on est en période d'essai, quand on démarre, c'est de se dire que le recrutement il continue. D'accord? C'est-à-dire que en fait le recrutement n'est pas terminé parce que tu es embauché en fait. Le recrutement il continue pendant la période d'essai. Donc du coup, déjà en termes d'état d'esprit, c'est te dire ok, je suis tout le temps en test, donc être extrêmement vigilant sur voilà, et puis c'est vrai que ça fatigue plus parce qu'on apprend, voilà, mais en tout cas être extrêmement vigilant, pas se dire c'est fait, je suis embauché. Faux. En fait, on est en période d'essai, c'est compliqué. Maintenant, faut rester soi-même aussi. Faut arrêter aussi de s'accrocher à l'idée que si on n'a pas ce boulot-là, si c'est pas ce boulot-là, en fait, ce sera pas un autre en fait, et se dire qu'on a que ça. Faut être plutôt dans une logique d'abondance. L'abondance, c'est quoi? C'est je sais qu'il y a plein d'opportunités quoi qu'il en soit. Donc même si c'est pas cette opportunité-là, ça sera une autre. Maintenant, rien ne m'empêche de jouer le coup jusqu'au bout. Maintenant, c'est sortir un petit peu de l'enjeu. Tu sais, t'as une notion d'enjeu qui est important de dire oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, ce qui fait que l'enjeu va tuer ton plaisir du jeu parce qu'en fait ça va te stresser tellement. Et comme ça va te stresser, du coup, tu vas pas être à ton maximum. Et ton patron, il veut voir le maximum chez toi. Donc, du coup, c'est important de sortir un peu de l'enjeu, de se dire, c'est pas ma vie que je joue. Ni dans l'entretien, ni dans la période d'essai. Je joue et le mariage, il est mutuel. C'est important de se dire qu'il n'est pas que unilatéral. C'est est mutuel. C'est-à-dire que mon job, c'est de donner satisfaction pour le poste que je vais avoir et d'en donner plus et d'être meilleur, pour le meilleur pour ce que je fais. Maintenant, descendons l'enjeu. Si c'est ça, moi je fais le maximum que je peux faire aujourd'hui avec les moyens que j'ai, mais je joue pas ma vie. Tu vois? Et ça, c'est très important d'être au clair là-dessus. De se dire, je ne joue pas ma vie sur ce job-là. Je suis détendu. Tu vois? Et je sais que, voilà, si ça le fait, ça le fait pas, c'est pas grave.
En tout cas, il faut envisager, même si évidemment tout le monde te dira dans le développement personnel, oui, il faut pas envisager le pire, le machin, le truc. Non, envisage aussi que potentiellement ça le fera pas. Parce que si ça le fait pas, au moins, t'es préparé déjà, et puis tu peux te dire, bah écoute, ok, potentiellement peut-être ça va pas le faire, mais par contre je vais jouer ma carte jusqu'au bout pour que ça passe. Quand j'ai été directeur commercial, moi, j'avais 26 ans. Tu crois que j'étais prêt? J'étais prêt. Vous pourrez demander à toutes les personnes qui ont un enfant, en fait, le premier, dès qu'ils l'ont, ils sont pas prêts. Les mecs sont pas prêts. Ce n'est pas l'épreuve. Tu n'es pas fait pour l'épreuve. C'est l'épreuve qui te forge. D'accord? Donc, du coup, il faut à un moment donné aussi arrêter de se projeter 10 000 fois en se disant, oui, qu'est-ce qui va se passer, ce machin. Potentiellement, peut-être que ça peut ne pas bien se passer pour X raisons que vous ne maîtrisez pas. Donc, quoi qu'il arrive, voilà. Par contre, sur ce que vous maîtrisez, le fait d'arriver à l'heure, le fait d'être avenant, le fait d'être motivé, d'être là, ça joue. Parce que là, du coup, tu te dis, ah, putain, oui, là, on est capable de faire, j'y vais jusqu'au bout. Et si vous y allez jusqu'au bout, ben, vous n'aurez pas de regrets. Si vous ne plaisez pas par rapport à votre état d'esprit, que vos patrons sont des mauvais coucheurs, que peu importe, ça peut être des pots de vache, c'est ce que vous voulez, vous êtes mal tombé, vous êtes fait avoir parce qu'il vous a vendu un truc ok, c'est fait. Next. Suivant. Peu importe. Et un autre conseil que je peux te donner, qui aide énormément quand on veut se lancer et quand on attaque un nouveau poste, c'est plutôt que de voir ton patron, ton employeur, comme un patron et donc du coup un papa et toi son enfant. En fait, voilà, parce que c'est ça qui se passe en fait. C'est une organisation, en fait, tu vois le patron comme ton papa, donc celui qui a l'autorité et ton patron, ta patronne, c'est exactement ça. Ton papa, et toi, t'es le petit enfant qui va resquiller ou autre. Parce que en fait, ça implique en fait des comportements à la con, en fait, que toi tu vas commencer à prendre et que tu peux prendre en fait des autres, en fait. Donc plutôt que de voir ton patron et ton employeur comme un employeur et comme ton papa, vois-le plutôt comme ton client. Et si tu vois en fait ton employeur comme ton client, ton état d'esprit à toi, c'est de dire qu'est-ce que je peux faire pour le satisfaire et pour donner plus. Et plus tu vas donner, plus tu vas prendre de la valeur, et plus lui ensuite il sera enclin en fait à t'augmenter, à te faire monter de poste ou autre, parce que ton job à toi, ça va être de le satisfaire et de satisfaire ses clients. Et toi en fait, qui est la pièce qui est entre les deux, si toi tu es hyper efficient dans les deux, dans tous les espaces, ben ça joue énormément, bien sûr. Alors après évidemment, il y a toute une finesse à avoir avec l'écosystème qui est autour. Parce qu'autour, tu vas avoir des employés qui vont agir comme des employés. Ou qui seront peut-être tes supérieurs et qui agiront comme des employés. Toi, l'idée, c'est de rester droit dans tes baskets, droit dans tes valeurs, d'être correct avec ces gens-là, mais ton job, c'est de donner satisfaction pour le poste que tu as et d'en donner plus que ce que tu peux donner, en fait. Voilà. Parce que plus tu vas faire ça, et plus tu vas grandir, tu vas cartonner, en fait. Tu vois? Et maintenant aussi, il y a un disclaimer à ça, c'est ne pas être dans la sollicitude. L'initiative, en fait, ne doit jamais donner lieu, en fait, à du ressentiment par la suite. Si jamais, en fait, ton initiative n'est pas saluée, voire même, elle est réprouvée. Parce que si tu prends une initiative, en fait, qui est une initiative t'as pas tous les éléments, en fait. Toi, dans ton poste, t'as un périmètre, en fait, sur lequel tu n'as pas tous les éléments. Si tu prends une initiative qui sort de ton cadre, et qui vient empiéter sur le cadre de quelqu'un d'autre, que tu reprends un truc dessus, c'est ok, j'ai pris une mauvaise initiative, j'en prendrai d'autres. Parce qu'il faut pas que ça empêche de reprendre des initiatives, mais c'est pas grave, j'en prendrai d'autres, mais celle-là était pas bonne. Il faut pas que tu attendes trop de ton initiative, pour que tu la fasses de manière naturelle. Encore une fois, toujours pareil, avec vois ton patron et ton employeur comme si c'était ton client. Et ça, je crois que ça peut être cool. Non, mais c'est super. Moi, ce que je retiens là-dedans, c'est, t'as le côté vraiment état d'esprit, qui est super important. Ouais, vraiment. Tu vois, le côté, tu continues de proposer, ça passe pas, c'est pas grave, tu passes à autre chose, tu t'attardes pas dessus. Et t'as aussi ce côté que j'aime bien d'inverser du coup les rôles, où tu passes fournisseur, et ton patron c'est client. Et cette posture qui est du coup responsabilisante, mais qui aussi prépare à ce que tu disais tout à l'heure, au step d'après, qui peut être éventuellement l'entrepreneuriat, quoi. Absolument. En fait, avant de devenir un entrepreneur, deviens un intrapreneur. Tu vois, c'est-à-dire que les intrapreneurs, ce sont les gens qui sont dans l'entreprise et qui agissent comme si c'était leur propre patron. Ces gens-là, très souvent, on dit que c'est des imbéciles, que c'est des fayauds, que c'est tout ce que tu veux, mais c'est eux qui sont prêts pour devenir entrepreneurs. Parce que quand tu es un entrepreneur, en fait, tu es là pour la survie de ton entreprise. Et donc, la survie de ton entreprise, elle est importante. Tu vois, elle est très importante. Et c'est pourquoi, en fait, il y a des gens qui disent, ouais, c'est des fayauds, machin. Peut-être que la personne, elle le fait pour avoir de la reconnaissance. Mais si
elle le faisait aussi pour que l'entreprise fonctionne et qu'avoir des primes et que tout le monde fonctionne bien. Plutôt que de réagir en fait comme la majorité des gens font, c'est-à-dire à tirer tous les choses vers l'arrière. Ah, le patron il est bien payé, il a une Porsche et moi je galère avec ma Twingo, par exemple. Tu vois, être dans une notion de plainte. L'abondance c'est pas ça. L'abondance c'est l'opportunité. C'est qu'est-ce que je peux faire avec cette opportunité-là et y aller. Et ça fait prendre de la hauteur sur les choses et ça fait que tous les mauvais comportements pourraient toujours rester copains avec des gens qui ont les mauvais comportements, mais malgré tout en fait vous restez focus. Si j'ai envie d'être patron, j'ai envie d'y arriver, je sais ce que je veux. Et je suis pas dans le truc de vouloir me faire aimer. Ah oui, mais je veux me faire aimer de mes collègues. Genre... Non, tes collègues, ils t'aimeront parce que t'es ancré. Et quand t'es ancré, en fait, même si tu fais tout pour ton patron, et même si voilà, tu seras aussi capable de faire des choses pour tes collaborateurs et les gens qui travaillent avec toi. Parce que c'est important aussi de soigner le relationnel, en fait, que l'on a avec toutes les strates de son métier. Qu'elles soient en dessous, downline, upline ou crossline. Voilà. D'accord. Donc, grosso modo, ça revient à dire que une fois qu'on a compris ce qui est bon pour nous et ce qu'on veut, on est ancré et ça évite que notre environnement, notre entourage nous colle des étiquettes qui peuvent modifier notre comportement et nous tirer vers le bas quelque part. Oui, absolument. Te colle une étiquette ou te colle un comportement en fait qui t'appartient pas, en fait, mais que tu vas être obligé de suivre par convention ou parce que ça s'est toujours fait comme ça ou pour pas te faire houspiller par tes collègues qui pourraient te savonner la planche. Donc c'est vrai que les gens ne sont pas toujours bienveillants, surtout dans le monde du salariat. Peu importe. En fait, l'essentiel, c'est de savoir naviguer intelligemment là-dedans et de rester droit avec ses valeurs. C'est parfait. C'est parfait. Merci beaucoup Yannick. En plus, on va respecter le timing. Et du coup, pour ceux qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat ou qui sont déjà lancés dans l'entrepreneuriat et qui galèrent un petit peu à trouver des clients, j'aimerais bien que tu parles un petit peu de ta formation à la NBS. Oui, avant qu'on y aille quand même. Oui, je peux évidemment t'en parler. Après, elle ouvre une fois par an, en fait, en novembre. Effectivement, c'est une école de formation, en fait, pareil avec David, que j'ai ouvert avec David de François, qui est un expert en neurosciences, que tu connais bien maintenant. Et donc, avec David, on s'est dit, pourquoi est-ce qu'on combinerait pas nos compétences? Moi, mes compétences en marketing et vente, et toi, en fait, en neurosciences et neurosciences motivationnelles. Neuromarketing et neurosciences motivationnelles. Et nous, tous les deux, en fait, on a une notion de développement personnel fort. On dit, ben voilà, on met un socle de développement personnel fort parce que le développement personnel est important. Et à la fois, on apprend aux gens, en démarrant de zéro, comment est-ce qu'ils peuvent monter leur entreprise. C'est génial. De l'envie d'être entrepreneur à entrepreneur à succès, quoi. Voilà. Ouais, c'est trop cool. Voilà. C'est ça que je fais. Voilà. Écoute, en tout cas, on s'éclate bien en le faisant. Et merci d'avoir rejoint. Je suis vraiment honoré d'ailleurs que tu aies rejoint la NBS. Et c'est plus qu'un honneur pour moi. Bah écoute, c'est un plaisir qui est franchement partagé parce que tu vois, moi ce que j'adore chez toi et pareil chez David, c'est ce côté à la fois super sérieux, pro, paf, tu balances du contenu, qualité, paf, 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 et en plus t'as le côté mais grosse déconnade quoi. Ah oui. Et il y a cette alternance qui est juste géniale, tu vois, pour l'apprentissage, c'est un truc de ouf, tu vois. Tu vois là on s'amuse à faire des dabs devant la caméra et pourtant les conseils que tu donnes, c'est vraiment des perles. Que voilà quoi, c'est des cadeaux que tu fais. Donc déjà merci pour ça, merci pour tout le monde. Mais tu vois, tu peux être super compétent, super généreux et en même temps apporter énormément de valeur. Alors je veux pas qu'on faire comme dans les trucs classiques où on s'auto-congratule mutuellement tout ça, mais quelque part c'est vrai quoi. Oui. Et après, je crois que je suis juste comme je suis. Pendant longtemps, en fait, j'ai culpabilisé en fait d'être quelqu'un qui adorait tout ce qui est, tu vois, Marvel et tout ça, parce que voilà. Mais en fait, quand je vais dans la salle de cinéma où il y a où je vais voir les Gardiens de la Galaxie, en fait, et où je vois en fait qu'il y a plein de gens qui sont de mon âge et des gens plus âgés ou autres, je me rends bien compte que certainement que des gens qui sont mes clients en fait vont adorer ça aussi, que d'autres personnes qui sont dans le monde du travail en fait très corporate vont adorer ça aussi. Donc, je préfère être moi-même et dire je suis moi-même et montrer mon authenticité et qui je suis vraiment, parce que je suis persuadé que je suis pas si unique que ça et qu'il y a plein de gens qui sont très sérieux dans leur domaine mais qui restent voilà qui restent de grands professionnels et à la fois de grands enfants aussi. Je crois que c'est bien d'avoir un mix des deux. Oui. Et au final on est tous humains quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Et puis je crois on embrasse tous notre mère, on a tous envie, on est tous remplis d'amour. Voilà, c'est juste que dans le monde du travail, en fait, c'est quelque chose qui est très caché et masqué. Et moi, j'invite les gens en fait à s'ouvrir davantage même au travail. Moi, je sais que je ne fais pas de différence entre mon réseau personnel et mon réseau professionnel parce que mon réseau reste mon réseau. Ce sont des humains. Et je crois profondément que quand on est au travail en fait et qu'on se freine et qu'on reste en fait sur une distance, ben cette distance en fait elle est partagée aussi par la personne qui est en face parce que si tu donnes pas, l'autre va pas donner en fait. Donc en fait, tu obtiens à proportion de ce que tu donnes. C'est comme un employé. Si tu payes un employé au minimum, c'est ce que tu obtiens de lui. Ben c'est pareil pour les relations.
Si tu payes, en fait, si tu ne donnes pas de toi-même, en fait, l'autre te donnera rien non plus et tu vas rester dans une relation très superficielle. Ça peut convenir à certains, moi ça me convient pas, donc je préfère montrer qui je suis et les gens m'aiment pour qui je suis ou pas, mais peu importe. En tout cas, tu as un exemple que ça marche pour toi. Ouais. Donc voilà, comme quoi c'est possible. Ouais. Merci beaucoup Yannick, ça a été trop cool de t'avoir. C'est un plaisir d'être accueilli par toi, j'adore ton énergie, j'adore qui tu es, j'adore, voilà. Je suis fier de toi, ouais, j'ai envie de te dire. Non, Papa. trop cool. Et puis merci à tous les auditeurs et Oui, je vous dis évidemment, hein, je vous embrasse et toi peut-être qui est devant ta caméra, devant ton ordinateur, peut-être seul, peut-être. Mais sache que tu as 2 personnes qui t'envoient un maximum de love. Peu importe ce qu'on dit les conventions, on est fous. Ciao, ciao. à bientôt.